L'émission Le sport pour la vie, ce sont des passionnés de sport, des gens actifs ou des entraîneurs qui nous parlent de leur histoire et de ce que le sport leur a enseigné pour toute la vie. Tout ça dans le but d'aider les parents, coachs ou non, à amener les jeunes sportifs à prendre soin d'eux et à développer leurs compétences émotionnelles avec le sport comme outil. Bienvenue à tous les passionnés du sport pour la vie. Donc, Leïla Baudouin, bonjour et bienvenue à l'émission Le sport pour la vie. Allô? J'aimerais savoir, Leïla, d'entrée de jeu, où est venu ton amour pour la boxe? Mon amour pour la boxe, c'est un coup de tête. C'est vraiment un coup de dé, un hasard. Quand j'ai déménagé à Rivière-du la première année, après, j'avais joué au soccer au niveau collégial. Puis je pense qu'un soir, j'avais plus de soccer. Puis moi, j'ai besoin de faire du sport. Puis une de mes amies m'a dit « Hey, viens essayer le cardio-box à Rivière-du-Loup. » Puis j'ai fait « Ah, ben oui, je vais venir essayer ça. » Fait que j'étais allée. Puis wow, sérieusement, ça a été vraiment hot. J'ai continué d'y aller le lundi et le mercredi à toutes les semaines. J'y allais 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Puis par la suite, j'ai vu l'équipe d'entraînement s'entraîner peut-être 2-3 mois après que j'aille commencer à m'entraîner là. J'ai vu l'équipe de compétition, excuse-moi, s'entraîner. Puis j'ai fait aïe aïe. Tu sais, je savais même pas que ça existait, la boxe olympique, les casques rouges, bleus. Mon père est un gros fan de boxe professionnelle. Fait que moi, je connaissais juste la boxe professionnelle avec l'intensité, pas de casse, les petits gants. Puis quand j'ai vu que la boxe olympique, ça existait, j'étais comme aïe aïe, je veux essayer ça. T'as trouvé ton credo, là. T'as trouvé ta vie à ce moment-là, vraiment. Exactement. Puis ça faisait 10 ans que je faisais la compétition de ski alpin. Dans l'Est du Québec, là, au Mont-Saint-Mathieu. Puis finalement, quand j'ai commencé la boxe, là, il n'y avait jamais aucun sport avant qui avait réussi à me faire arrêter le ski. J'avais déjà dit à mes parents que je voulais jouer au hockey. Puis mon père m'avait dit, ben c'est le hockey ou le ski, tu ne pourras jamais faire les deux. Fait que là, j'avais fait, OK, ben non, je vais continuer avec le ski parce que je suis sûre que j'aime le ski, tu sais. Puis la boxe, quand c'est arrivé dans ma vie, avant, je passais mes fins de semaine au complet, tout l'hiver, dans les centres de ski. Même, on allait au Mont-Saint-Anne, au Massif de la Petite-Rivière au début de l'année, avant que les monts par chez nous ouvrent. Fait que j'y allais vraiment là, le plus que je pouvais. Puis, aussitôt que j'ai commencé la boxe, là, j'ai fait ma dernière saison de ski. Puis après ça, l'année d'après, je pense que je suis allée skier 2 fois dans l'année. Fait que ce qui est quand même exceptionnel. Là. Ça a vraiment été tout un ou tout l'autre. Oui, ça a été un coup de foudre pour ce sport-là. Puis il n'y a jamais un sport qui m'a fait sentir comme que je me sens quand je le fais. Ben justement, comment tu te sens quand tu boxes? Je sais pas, c'est... tu sais, j'ai toujours été une personne qui est vraiment intense à l'entraînement. J'aime ça gagner, puis je vais toujours me donner à 100%, puis je vais toujours tout faire pour gagner. Puis... quand j'arrive dans un ring, que j'aille 3 semaines d'entraînement dans le corps ou que j'aille 1 an d'entraînement dans le corps, tu sais, si j'ai arrêté pour X raison, j'ai tellement un désir en moi de gagner, une rage de vaincre que je vais gagner. Même si la personne en avant de moi s'est entraînée pendant 4 mois, s'est préparée pour ce combat-là, moi, je me suis entraînée pendant 3 semaines, je vais la battre quand même parce que, je sais pas, mon mental est tellement fort, je suis pas capable d'expliquer ça, mais c'est quand même spécial. Puis, non, c'est ça. C'est un sport qui me fait me dépasser. Puis, tu sais, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand je pratiquais des sports d'équipe, j'avais toujours cette frustration-là en dedans de moi de voir la personne qui se donnait un peu moins que toutes les autres. J'étais comme, ben, peux-tu, genre, go? Tu sais? Comment ça, ils sont pas bonnes de même? Ben, je jouais au soccer, je m'excuse la gang avec qui joue au soccer, mais tu sais, mettons, quand il y en avait une moins bonne ou qui pas d'être moins bonne, mais tu sais, genre, qui joue dans ses cheveux pendant que la game a lieu, je suis comme crime, qu'est-ce que tu fais à t'attacher à la couette pendant que le ballon est en jeu, tu sais? Fait que ça, c'est des frustrations que j'avais toujours eues, puis le ski alpin, ça fonctionnait avec moi parce que c'est un sport individuel. Puis la boxe, c'est un sport individuel, c'est moi contre moi. Oui, je suis comme quelqu'un dans le ring, mais c'est moi avant tout là, que je mesure dans le ring. Là, c'est contre moi que je me bats d'abord et avant tout. Fait qu'il y a juste moi qui est le maître de mes performances, finalement. Là. Comme tu le dis, Leïla, ta détermination, ta force de caractère, ça se voit dans le ring. Selon toi, d'où tu tiens cette force-là, cette puissance-là? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je pense que je suis née avec cette force-là.
Puis, tu sais, mes parents ont toujours été là pour moi. Ils ont toujours encouragé dans le sport. J'ai toujours eu un bon caractère. Ils vont pouvoir en témoigner. J'étais quand même rock'n'roll au primaire, là. J'ai donné du trouble à mes enseignants. Puis, quand même souvent, là, j'ai visité le bureau du directeur assez souvent. J'étais une petite maudite, là. Fait que... Mais, tu sais, de où ça part, je sais pas. Je pense que c'est juste inné, c'est en moi, puis je pense que c'est une flamme que j'ai, puis je sais pas d'où qu'elle vient, mais je la prends parce que je sais que je suis faite forte physiquement, mais aussi mentalement, puis ça m'aide dans plusieurs sphères de ma vie. Donc, une force de caractère, une puissance, de bons réflexes. Tu dis que c'est en toi. Maintenant, comment tu t'adaptes avec le côté très, très technique de la boxe? Ben, tu sais, ça, c'est, dans le fond, au début, quand on commence, c'est beaucoup de l'instinct. En fait, ben, il y en a qui vont boxer puis qui laisseront pas leur instinct, justement, aller. Puis moi, quand je faisais du sparring, qui est le combat de boxe, mais à l'entraînement, je pensais trop, puis je faisais jamais des bons sparring, j'étais jamais contente, ça allait jamais bien, puis même encore aujourd'hui, là, ça commence à être mieux, pour vrai, après toutes ces années, mes sparring vont de mieux en mieux, puis je suis capable d'avoir une œil un peu différente, puis tu sais, la technique s'en vient. Mais avant, quand c'était plus mon instinct qui se laissait aller dans le ring, mais quand j'arrivais dans mon entraînement, puis je me faisais ramasser dans le sparring, puis là, j'étais comme, ben voyons donc, puis j'arrivais dans le combat, puis je tuais l'autre. Puis mon coach était comme, Mathieu, regarde-le, il me disait, t'as fait des affaires qu'on n'a jamais pratiquées, puis c'était malade, ça marchait, puis genre, je t'ai jamais montré ça, puis tu l'as fait, j'étais comme, je sais même pas de quoi tu parles, mais tant mieux. Genre, c'était juste, ça sortait bien dans le ring, puis là, plus que ça va, ben, plus que mon œil s'aiguise. Fait que, tu sais, je suis capable de voir des choses dans la boxe que je ne voyais pas avant, mais j'ai toujours eu une bonne œil avec la boxe. J'ai toujours vu des choses, j'ai toujours compris comment que ça se passait dans un ring. Puis là, ben, plus que ça va, plus que je mature dans la boxe aussi. Puis là, la technique s'en vient. Puis là, c'est là que je suis capable de tendre les pièges, de combiner les deux ensemble. Donc, tu es en train de doser la technique et l'instinct parce que je sais que tu admires beaucoup des boxeurs et des skieurs et des skieuses par rapport à la technique, justement. Donc, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose, justement, là, que tu veux tendre vers? Oui, ça, c'est certain. Tu sais, là, je sais que je suis full jeune encore dans la boxe. Je suis très jeune. Tu sais, j'ai commencé la boxe, mon premier combat de boxe, j'avais 18 ans. Fait que, tu sais, j'ai 24 ans actuellement, j'aurai 25 ans bientôt. Puis, tu sais, j'ai arrêté 1 an et demi de boxer dans cette histoire-là. J'ai boxé on and off. Fait que, tu sais, je suis encore en apprentissage. Puis, tu sais, quand je boxais amateur, j'ai pas honte de le dire, je m'entraînais pas toujours. Je m'entraînais quand il y avait une compétition qui s'en venait. Fait que ça fait en sorte que je m'améliorais moins, mais tu sais, ça reste que la fougue que j'avais en moi, la rage que j'avais en moi, ben je gagnais quand même, tu sais. Puis, quand je m'entraînais 2 mois avant la compétition, ben ça allait super bien parce que j'étais focus, j'avais un but devant moi. Puis là, c'est ça qui fait que j'ai de la misère, mettons, en situation de COVID, au début, c'est qu'on avait de la misère à se mettre un but devant nous, tu sais, de dire, on va-tu se battre bientôt? Là, je m'entraîne pourquoi? Je m'entraîne pour rien, tu sais, finalement. Fait que c'était vraiment difficile pour moi, mais la boxe professionnelle, quand j'ai signé mon contrat l'année passée avec Eye of the Tiger, ça m'a vraiment propulsée vers m'améliorer vers d'autres buts. Puis ça fait en sorte que c'est la première fois de ma vie que je m'entraîne autant dans ma vie. Tu sais, genre sans arrêt tout le long de l'année. Fait que je progresse extrêmement rapidement. Je progresse à chaque entraînement. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun parce que je le vois. Puis mon camp d'entraînement au Mexique, oui, ça a mal fini. J'ai pas pu me battre, mais mon camp d'entraînement au Mexique, il était incroyable. Puis c'est ça qui est le plus triste dans cette histoire-là parce que ça a tellement bien été. J'ai tellement pu faire des belles choses dans ce camp-là, améliorer tellement d'aspects dans ma boxe. J'étais tellement en shape, là, Colin, que j'étais en shape, j'étais en forme. Ça allait bien, j'avais hâte de me battre, puis j'ai pas pu le faire. C'est une chose, c'est pas grave. C'est sûr que j'ai pas eu le bonbon à la fin de toute la souffrance que j'ai faite, que j'ai subie dans l'entraînement. Mais ça reste que j'ai appris beaucoup, puis ça, c'est pas perdu. Donc, Leila,
tu l'as dit, persévérance aussi, plusieurs entraînements. Tu disais que tu es contente parce que tu progresses à chacun des entraînements. La constance, c'est une qualité que tu as développée. Parle-nous-en un petit peu parce que c'est très difficile d'y arriver au niveau de la constance, là. Tu sais, si on fait, mettons, une petite parenthèse sur les gens normaux, je pense à ma mère, ça m'a vraiment marqué quand elle m'a dit ça. On parlait d'entraînement, puis je parlais à ma mère de peut-être de recommencer à s'entraîner parce qu'elle s'entraînait avant, puis là, à cause de la COVID, elle a dû arrêter. Puis là, j'étais comme, tu sais, maman, ça te ferait du bien. Puis là, elle a comme un peu pogné les nerfs, puis elle m'a dit « Mais pour toi, c'est facile, parce que toi, tu t'entraînes, puis c'est facile. T'as ça dans toi, ton père aussi a ça dans lui, vous entraînez, c'est naturel. » Mais j'ai dit comme maman, et là là. T'sais, puis j'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai cheminé dans ma tête, puis je me suis dit, tu sais, les gens, ils pensent-tu vraiment que moi, je trouve ça facile, puis je trouve ça le fun d'aller m'entraîner, parce que pour vrai, le bout de plate de la boxe, c'est l'entraînement. Genre, la musculation, le cardio, les sprints, hey, il y a un moment dans l'entraînement, dans notre 2 mois, mettons, de camp d'entraînement, qu'on travaille en fatigue, c'est 1 semaine ou 2 complètes, que c'est tellement difficile. Puis le mois avant ça, tu travailles en endurance. Fait que tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps au bout de ton énergie. Après ça, tu travailles en fatigue. Fait qu'on fait des sprints dans le sac en tapant vraiment fort. On fait un gros entraînement complet. Tu sais, le pad, je vais toujours aimer l'aspect technique. Mais quand on arrive là, dans la partie où il faut genre y aller avec le physique, je pense qu'il n'y a personne qui aime ça, souffrir. Fait que je veux juste mettre quelque chose au clair. Quand les gens disent « Ouais, mais vous autres, c'est facile, vous êtes des athlètes. » Non. Non, ça, c'est pas vrai. Pour moi, là, à chaque fois, il faut que je me rappelle pourquoi je le fais. Tu sais, je m'en vais m'entraîner, là, puis là, je suis comme, hey, ça me tente pas d'aller m'entraîner, puis là, ça fait, tu sais, si je suis en quarantaine actuellement, puis ça me tente-tu de m'entraîner, puis non. Puis pour être honnête, je m'entraîne pas actuellement parce que je prends un break. C'est juste normal, je vais recommencer à la fin de ma quarantaine. Mais tu sais, ça me tente pas toujours d'aller m'entraîner, mais ce que je fais, c'est que je me rappelle pourquoi je le fais. J'ai un but. Fait que je me dis là, OK, t'as un combat qui s'en vient, t'as pas le choix, faut que tu y ailles. Fait que là, j'y vais. Comme une personne normale chez elle, ça me tente pas de m'entraîner aujourd'hui, je m'entraînerai pas. Ben, rappelez-vous votre but, tu sais, c'est quoi mon but? Ben, je veux perdre du poids. Hey, c'est vrai, faut que je perde du poids, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de mieux me sentir. OK, j'ai envie d'être musclé. Bon, ben, go. Tu sais, il faut toujours se rappeler nos buts, c'est vraiment important. Fait que c'est un petit coup de pouce que je peux donner là-dessus. Bien, c'est un excellent coup de pouce, Leila, parce que justement, c'est une façon pour toi de t'auto-motiver puis de donner des trucs justement aux autres pour se motiver eux-mêmes, là, parce que c'est la clé à quelque part, parce que surtout, d'autant plus quand on est un athlète, si on n'a pas de motivation, ben écoute, on peut pas vraiment aller loin. Donc, ce que j'en comprends, c'est que ta relation avec les entraînements, c'est un peu amour-haine, là. Bien, c'est sûr, mais tu sais, je pense pas qu'il y ait... Tu sais, je pense qu'à quelque part, les athlètes, on aime ça souffrir, dans un sens. Je veux pas avoir de connotation sexuelle là-dedans, mais je veux dire que c'est sûr qu'on aime ça à quelque part parce qu'on ne s'infligerait pas ça pour le fun. Là. Puis, tu sais, nos buts sont plus grands que la souffrance qu'on s'inflige. Puis, tu sais, je parle de souffrance parce que crime, oui, on souffre en maudit à l'entraînement. Fait que, tu sais, les gens, quand ils me disent « Ouais, mais toi, c'est facile », non, c'est jamais facile pour aucun athlète. C'est juste qu'on se donne, on se dépasse, puis c'est ça. C'est ça qui fait la différence là-dedans. Leila Baudouin, merci beaucoup d'avoir été aussi généreuse avec nous aujourd'hui. On te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Il a été l'entraîneur de l'année dans la Ligue de hockey d'excellence du Canada, division Bantam 3A relève. Il a aussi fait partie de l'équipe d'entraîneurs d'équipe Québec qui a remporté la médaille d'or aux Jeux du Canada présentée à Red Deer. Sa feuille de route est élogieuse. Je suis vraiment heureuse de recevoir Mike McClure aujourd'hui, entraîneur de l'Albatros Midget 3A du Collège Notre-Dame situé à Rivière-du-Loup. Bonjour Mike McClure. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Toi aussi? Oui, ça va bien. Encore une fois, merci d'être là, Mike. Et d'entrée de jeu, j'ai envie de te demander, en ces temps de pandémie, comment se porte le hockey à l'école Notre-Dame pour les Albatros? Au collège, on est quand même choyé parce qu'on est dans une concentration sport-études, puis dans l'Alliance sport-études aussi du MELS. Fait qu'on peut continuer les entraînements sur temps scolaire. Mais c'est sûr, pour exemple, je prends mon équipe Midget 3, c'est un petit peu plus dur sur le moral du fait qu'ils ne puissent pas jouer en ce moment parce qu'ils voient le junior majeur, c'est où ce qu'ils aspirent à jouer.
Il y a déjà des équipes qui ont joué une trentaine de parties. D'ici la fin de l'année, on va en avoir joué une soixantaine. Nous autres, on ne sait même pas si on va en jouer une encore. On sait que c'est contre ces joueurs-là qui vont se battre pour un poste l'année prochaine. Et oui, il y a 12 attaquants, 6 défenseurs dans une équipe, mais c'est des 16 à 20 ans dans le junior majeur. Fait qu'il y a peut-être juste 1 ou 2 postes qui vont être ouverts. C'est là que c'est un petit peu difficile de garder la motivation de nos joueurs. On le voit aussi dans d'autres disciplines. Un retard peut être pris, que ce soit en cyclisme, que ce soit en boxe, peu importe. Tu dis que ça semble justement affecter un peu tes joueurs et on peut le comprendre. Est-ce que c'est là qu'on voit aussi un peu la force mentale de chacun des joueurs? Est-ce que tu es en mesure de le constater? Honnêtement, c'est la plus grande adversité qu'ils n'auront jamais eu à vivre. Et souvent, on le dit, surtout dans le milieu du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des îles, les joueurs ne parlent pas vraiment anglais. On sait qu'au junior majeur, si tu t'en vas dans les maritimes, même la plupart des équipes au Québec, c'est en anglais. Souvent, on lui dit ça va être une adversité que vous allez vivre, mais finalement, c'était rien comparé au COVID. Bien justement, Mike, tu m'amènes là où je voulais t'amener. On parle de motivation, donc de les ramener à leur but. Est-ce que c'est une façon de les motiver, justement? Bien, c'est sûr. Tu sais, je pense que la motivation suprême vient de tes objectifs à long terme. Oui, il faut que tu sois dans le moment présent, mais la journée que justement tu as un petit peu moins de motivation, que ça te tente moins, que tu as un petit mal de tête, que ça n'a pas bien été à la maison pour X ou Y raison, tu sais, c'est toujours te rappeler c'est quoi mes objectifs à long terme, c'est où que j'aspire, puis qu'est-ce que je vais faire dans mon 24 heures aujourd'hui, même si ça file un petit peu moins bien, qu'est-ce que je vais faire en lien avec ces objectifs-là. Est-ce que toi, Mike, dans ton parcours, tu as aussi eu à te botter le derrière aussi, là, justement, à t'auto-motiver et à trouver des trucs là, pour te rendre où tu voulais être? Je t'avouerais, moi, je suis un privilégié là, dans la société. Moi, je travaille pas, je fais ma passion à tous les jours. Fait que c'est incroyable. Depuis que j'ai 23 ans que je suis entraîneur au hockey à temps plein, je suis vraiment choyé. Fait que de la motivation, pas dur à aller chercher. C'est sûr qu'on a hâte. C'est sûr que j'ai hâte de rejouer une game à 20 parties. Je pense que je vais broyer quand ça va arriver. Mais une de mes forces, je pense, comme entraîneur, c'est d'être capable de faire des team building, de s'impliquer dans la société, dans la communauté, de faire des activités avec notre équipe. Fait que je pense qu'on garde l'intérêt des joueurs élevés, mais on sent en ce moment que l'élastique commence à être tiré au bout. Là. La même cassette, ils l'entendent depuis le début de l'année. Là. Est-ce que dans ton jeune âge, dans ton adolescence, Mike, c'était un rêve pour toi d'entraîner des hockeyeurs? Oui, exact. Moi, quand j'étais enfant, c'est sûr, comme tout le monde, je jouais au hockey. Hein? Les classiques de 3-4 ans au Canada, tu portes les patins. J'ai joué au hockey. J'ai joué tout ce qui était Bantam 2A. Et j'étais aussi très bon au golf. Mais moi, à 15 ans, j'étais un petit peu à croiser des chemins. J'ai décidé d'aller vers le golf. C'est un petit peu drôle, mais j'ai arrêté le hockey 1 an de temps pour me consacrer au golf. Ça n'a pas fonctionné de ce côté-là. Percer au niveau professionnel, c'est quand même compliqué au golf. Mais je dirais que ma vraie passion, c'est pas nécessairement le hockey ou c'est pas le golf. Ma vraie passion, c'est vraiment l'enseignement de partager, oui, les valeurs du hockey, mais les valeurs de la vie pour amener les joueurs à se surpasser eux-mêmes, autant au niveau sportif, académique que social. J'ai comme, de fil en aiguille, qu'est-ce qui m'a amené vers le coaching? C'est que j'ai commencé à coacher au golf, mais c'est du 1 pour 1. Je voulais ramener le concept d'équipe que j'adore. C'est pour ça que je me suis lancé là, dans la carrière d'entraîneur de hockey. C'est précieux ce que tu dis justement parce que tu voulais enseigner certaines valeurs, certains principes aussi, principes qui allaient leur servir tout au long de leur vie. Tu parles de team building. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Team building, c'est si on veut gagner, si on veut remporter des championnats, si on veut que nos joueurs aient du succès individuellement, il faut qu'ils se sentent unis. Il faut que l'équipe soit plus forte que tout. Mais si on veut être capable de créer ça, il faut les amener à faire des activités pour qu'ils apprennent à se connaître, que tout le monde parle ensemble, qu'il n'y ait pas des clics dans la chambre. Ça peut être aussi simple qu'on va jouer à l'extérieur, on va jouer au spike ball. Ça peut être, en ce moment, à Rivière-du-Loup, on s'implique dans la communauté en faisant de l'initiation au hockey. Il y a des joueurs, comme ce soir, j'ai 2 joueurs qui s'en vont dans des patinoires de quartier. Il y a 8 joueurs parce qu'on ne peut pas être plus, mais ils leur enseignent le hockey, ils leur transmettent leur passion à leur tour. Fait que ça, c'est une forme de team building pour moi. Mais sinon, c'est tout. On est choyé au Bas-Saint-Laurent, on fait gros de la route, fait qu'on dort souvent à l'hôtel.
Fait que, ça peut être des team building qu'on fait à l'hôtel. L'année passée, on a fait des lits dans un hôtel, on a fait de la cuisine dans un hôtel. C'est ça. C'est des fondements vraiment intéressants, Mike, parce qu'on sait, on est ici pour traiter de l'intelligence émotionnelle avec le sport comme levier. Là, on parlait de l'automotivation tout à l'heure. Tu m'amènes à te parler de la gestion des relations avec les autres. Donc, est-ce que tu as vu justement un resserrement des liens depuis 2019 dans l'équipe justement des Albatros à cause de l'état d'esprit que tu apportes justement? Je ne peux pas vraiment parler d'avant, je n'étais pas là. Je te dirais que l'année passée, au début d'année, c'est un petit peu plus dur. De comprendre que quand tu t'abandonnes à une cause qui est plus grosse que la tienne, c'est là que tu vas avoir du succès individuellement. Que si l'équipe a du succès, tu vas avoir du succès également individuellement. Tu sais, c'est tout le temps une petite chose avec une autre petite chose, avec un autre petit détail qui va faire qu'on va avoir un succès en tant qu'équipe. Mais je te dirais qu'on l'a ressenti l'année passée, surtout quand les blessés ont commencé à revenir vers la fin novembre, début décembre. Et un des beaux moments qu'on a eu par la suite, c'est sûr que ça a été remporté le challenge. Mais je te dirais que j'ai jamais vu une gang unie comme qu'on a eu l'année passée. C'est vraiment le fun. Puis c'est une des forces j'apprends à découvrir votre région, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. C'est vraiment du bon monde. Mais c'est facile de leur inculquer d'être un bon coéquipier puis de s'abandonner à une cause plus grande que la sienne. Est-ce que tu crois que justement être leader, c'est quelque chose qui se travaille jour après jour? Oui, t'apprends à être leader. Puis c'est simple, mais c'est pas simple. Intéresse-toi au monde, ils vont s'intéresser à toi. Aime le monde va t'aimer. C'est aussi simple que si je te pose la question, ça va? Tu vas me répondre oui, puis tu vas finir avec toi. Fait que d'amener les joueurs à s'intéresser aux autres alentour d'eux, c'est ça qui va faire qu'ils vont être capables de s'intégrer dans l'équipe. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont se sentir importants à l'équipe. C'est là qu'ils vont donner les 100% d'eux-mêmes. Quelle qualité ressort selon toi là, pour un leader d'équipe? C'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui est présent chaque jour, pas juste de corps, mentalement aussi. Cherche à être meilleur, cherche à rendre les autres meilleurs par son éthique de travail, il y a un joueur qui va un petit peu moins bien d'une journée, il va vers lui, puis un coup que tous les joueurs embarquent là-dedans, et c'est là que tu vas avoir du succès. Tout naît ou tout meurt avec le leadership. C'est pas juste au hockey, ça peut être d'une entreprise, ça peut être d'un projet scolaire. Et moi, je pense que si tu as 3 vrais leaders, c'est dur d'être un vrai leader parce que c'est demandé à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute. Et il faut que ce soit en dedans de toi. Ça vient souvent de comment l'éducation de tes parents, les valeurs qu'ils t'ont enseignées. Et la pomme, elle tombe pas loin de l'arbre. Ça, on pourrait écrire un livre là-dessus peut-être quand je vais finir le coaching. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'une organisation réussit. Ça part de la qualité de tes personnes et du leadership. Mais je fais encore une fois du pouce sur ce que tu dis, Mike, parce que ça m'interpelle. Quand tu dis la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. Donc, tu sais, comment on fait pour aider les jeunes sportifs à développer un état d'esprit de progression quand ça se travaille pas juste à l'aréna, là. Ça se travaille aussi à la maison. Comment on fait des fois pour faire le pont entre les deux? C'est simple, les parents font partie de l'équipe. On est en 2021, on n'est plus en 1980. Et souvent, on avait la mentalité des entraîneurs de on ne parle pas aux parents, ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. C'est encore vrai pour certaines choses. Il y a des choses, il faut qu'ils restent, qui appartiennent à l'équipe pour qu'ils se sentent importants. Mais il faut informer les parents. Il faut informer les parents sur c'est quoi notre modèle de coaching, c'est quoi les raisons qu'un joueur, par exemple, va avoir moins de temps de glace. Il faut avertir les parents. J'aime faire des rencontres en début d'année de 30 minutes avec les parents pour leur dire c'est sûr que votre fils, à un moment donné, cette année, n'aimera pas des situations, va être triste par rapport à des choses, mais il faut qu'il cherche des solutions. Il a le choix de bouder, il a le choix de ne me voir. Fait que si c'est le message que moi, j'y donne, puis si en plus, c'est le message qu'il entend à la maison, mais je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Puis au final, les parents, puis moi, on travaille pour faire en sorte que leurs jeunes ils se développent. Fait que si on est capable de faire la paire ensemble, quand il y a des moments difficiles, de travailler encore ensemble, qu'on vit de l'adversité, qui sont là pour nous supporter et vice-versa, c'est là que l'athlète va se développer à son plein potentiel. Je t'écoute parler, Mike, puis je me demande d'où vient ce don-là que tu as ou ces compétences-là que tu as
par rapport à tout ce qu'on vient de dire, là, un état d'esprit vraiment orienté vers le progrès, une très bonne connaissance de lui-même. Donc, d'où ça te vient? Elle ne me tombe pas loin de l'arbre, c'est ma mère. Mais on la salue à Sherbrooke, on s'ennuie des fois. Hein? Mais même si c'était 31 ans, une mère, ça reste une mère. Mais honnêtement, ma mère est incroyable. Ma mère est impliquée dans la région de Sherbrooke avec des dépanneurs. Puis elle a eu à gérer des personnes. Moi, depuis que je suis jeune, je regarde aller ma mère. C'est une femme incroyable. Elle se donne corps et âme pour ses entreprises. Fait que beaucoup de ces valeurs-là qui me viennent d'elle. C'est sûr qu'au fil du temps, j'ai été choyé de pouvoir coacher sur les équipes Québec. Puis je pense que c'est là que tu rencontres la plupart de tes mentors. T'sais, on a juste à regarder notre entraîneur au Jeux du Canada, Martin Laperrière. Je me disais peut-être qu'au junior majeur, les coachs sont plus tough. Un des meilleurs êtres humains que j'ai rencontré, souci de tout le monde. J'étais entraîneur adjoint, demandais mon opinion, demandais comment j'allais à chaque jour. Je me sentais 100% impliqué là-dedans. Tous ces mentors-là, j'ai été choyé des avoirs, puis j'en ai pris un petit peu de chacun. Et je pense que c'est ça qui forme ma personnalité d'entraîneur en ce moment. Donc là, tu parles justement d'un collègue qui a été inspirant, tu parles de ta mère. Donc, on comprend que tu es amené vraiment à axer sur l'humain derrière le joueur. Je pense que c'est ça qui te parle avec ce que tu me dis. Est-ce qu'il y a eu un coach, toi, marquant justement, qui est allé voir un petit peu plus derrière ta carapace de joueur, là? Quand je joue au hockey, c'était un peu plus le style des coachs tough, et des coups de pied dans la poubelle. Les John Tortorella, quoi qu'on ne sait pas vraiment. On ne sait pas, mais je dirais que le coach qui a eu une plus grande influence sur moi, ça a été mon entraîneur de golf, Pierre Lallier à Sherbrooke. Il m'a amené à... Je peux être colérique, je peux être un émotif. Il m'a amené à être capable de me recentrer, de revenir de refocuser sur vraiment les choses qui vont faire une différence. Et au golf, tu n'as pas le choix. Tu es tout seul avec le terrain. Et tu peux pas te dire « Ah, mon coéquipier va bien jouer ce game-là, puis ça va peut-être me sauver ou je vais juste être plus intense parce qu'aujourd'hui, je suis pas capable de créer le jeu avec la rondelle. » Fait qu'il m'a vraiment ramené à être calme, à être posé, à me refocuser. Je te dirais que c'est des qualités comme entraîneur aussi parce qu'on n'est pas sur la glace. Fait qu'il faut rester en contrôle de nos moyens puis être capable d'inculquer ça aux joueurs aussi. Hein. Mike McClure, c'est déjà le temps de se dire au revoir. Je te remercie beaucoup d'être venu à l'émission Le Sport pour la vie aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez là.